Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce jour. Ça va, et moi top. Moi, tout va trop bien. La première raison, c'est que j'ai enfin dépassé le cap des 200 abonnés. Je sais, c'est peut-être pas énorme pour vous, mais pour moi, je suis vraiment trop content. Et comme dirait un grand homme... Bon, bien sûr, faut imaginer. Bien sûr. La deuxième, c'est que mon concept commence à se développer. C'est-à-dire, dans mes anciennes vidéos, je ne parlais que des personnages célèbres. Cette fois-ci, je vais parler des événements, que je ferai bien sûr une fois tous les 2 mois. Et troisièmement, à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir voter dans mon onglet communauté à la prochaine vidéo que je pourrai faire la semaine prochaine. Alors là, ça tu vois, ça c'est la classe. Pour le premier événement, je vais vous parler d'un événement qui s'est déroulé en France en novembre 2015 et qui a inspiré le film Novembre. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous présenter mon sponsor. C'est Duracell. Comme quoi, je suis quand même pile poil dans mon domaine. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, bien sûr, ce film, si vous ne l'avez pas vu... Sans déconner, en fait, cette fois-ci, je ne vous en voudrais pas du tout. Mettez-vous à l'aise pour le regarder. Mais d'autres, je comprends que vous ne puissiez pas le voir, parce que ça doit rappeler sans doute des souvenirs douloureux. Comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas le biopic d'un personnage célèbre, mais d'un événement qui s'est déroulé en novembre 2015, le 13 novembre 2015 pour être précis. Ce film Novembre va nous raconter la semaine tendue et intense qu'a subi l'équipe d'antiterrorisme de Paris, ainsi que pour la France. 5 jours de traque pour arrêter le commanditaire des attentats du 13 novembre. Ce film a été bien sûr réalisé par Cédric Jiménez, qui a bien sûr également réalisé Bac Nord, un film que je pourrais vous conseiller. Vous pouvez également voir dans ce film plein d'acteurs connus, comme par exemple Jean Dujardin, qu'on a pu voir dans Brise de Nice, pas vraiment une référence, à mon sens, OSS 117, et bien sûr, J'accuse. Il y a également Anaïs Desmoustiers, qu'on a pu voir également dans Sauver ou Périr, et plus récemment dans Incroyable mais vrai. Et pour finir, il y a l'acteur Jérémy Régnier qui incarnait Claude François. Alors déjà, je trouve que ce film a une écriture incroyable, parce que de faire passer les attentats en hors-champ, c'est vraiment bien joué de la part du réalisateur. En hors-champ, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'on ne verra pas l'action dans le film. Mais on pourra en entendre parler. Dans ce film, on peut voir 5 grandes actions. L'annonce des attentats perçus dans les bâtiments de l'équipe anti-terrorisme, la traque pour retrouver les terroristes, les multiples gardes à vue, l'informatrice secrète, car oui, si on a réussi à arrêter le commanditaire, c'est grâce à une personne. Et pour finir, l'assaut final du 18 novembre 2015 à Saint-Denis. Et je trouve que l'histoire est quand même très bien racontée. Une anecdote sur ce film-là, c'est que le réalisateur a demandé à toute l'équipe d'antiterrorisme de lui raconter les faits réels de ce qui s'est passé à l'intérieur des locaux. Il faut également savoir que tous les personnages racontés à l'intérieur de cette histoire sont fictifs. Ces gars-là vivent dans la menace tous les jours, donc il est bien sûr évident qu'on protège leur identité. Cependant, il y a une polémique avant la sortie du film. Le personnage qui joue l'informatrice secrète a demandé une chose. Il faut savoir que ce témoin porte un voile dans le film. Cependant, il a demandé à ceux qu'on m'aide sur le film, le port du voile islamique par le personnage de Samia répond à un choix de fiction qui ne reflète pas les convictions personnelles de l'intéressé. Et les réalisateurs lui ont bien sûr accordé ce droit. Maintenant, je vais essayer de dérouler l'histoire qui s'est véritablement déroulée du 13 novembre jusqu'au 18 novembre. Je fais cette vidéo en sachant que je ne sais pas tout non plus. Je me suis inspiré en fait de faits, j'ai regardé énormément de choses. En gros, je m'inspire de récits et de faits réels. En tout cas, j'espère vraiment ne blesser personne dans cette vidéo. Vraiment. Cependant, je me dis qu'on a une maturité de nous dire que la liberté d'expression existe. Je pense qu'on peut éviter d'être con. On peut dire ce qu'on veut dans la limite du respect. Quoi? Tu joues à quoi? Expliquez-moi, il joue à quoi là? C'est quoi ça? Mais de toute façon, je ne m'inquiète pas. Nous sommes une communauté de BG. Oh. Ouais. La France vient de vivre une année surchargée et tumultueuse. Pour commencer, le 7 janvier 2015, 2 terroristes pénètrent dans le magazine Charlie Hebdo et ouvrent le feu sur 12 personnes, notamment Charb, Cabu et Honoré. Puis avant de partir, ils abattent un policier. Ces 2 terroristes sont Shérif et Saïd Kouachi. Et le lendemain matin, un autre homme, Amédi Koulibaly, va tirer sur une policière et va la tuer. Cependant, le jour d'après, les frères Kouachi vont se retrouver dans une imprimerie où ils vont mourir par l'équipe du GIGN. Tandis qu'au même moment, Amédi Koulibaly, lui, va prendre en otage un hypermarché cachère et va tuer 4 personnes juives, mais se fera ensuite descendre
par les membres du GIGN également. Cet attentat va durer environ 3 jours et sera revendiqué par Al-Qaïda. Ces attentats ont fait 17 morts. Je vais pas trop m'étaler dessus, mais en bref, je veux juste vous dire que le début d'année 2015 est quand même une année douloureuse pour la France. Cependant, il faut également savoir qu'en janvier 2015, un assaut avait été lancé à Athènes, en Grèce, pour retrouver un homme qui allait préparer des attentats en Belgique. Cet homme, c'est Abdelhamid Abaoud. Cependant, l'information qu'il arrive en Grèce arrive beaucoup trop tard pour l'équipe du GIGN, et du coup, ils ne peuvent pas l'intercepter. Ils s'enfuient avant. Ils étaient à ça d'arrêter l'homme qui, plus tard, causera la mort de plus de 130 personnes. Tournons-nous vers notre antagoniste, à des lieues de là. Car oui, Abdelhamid Abaoud est bien le commanditaire des attentats du 13 novembre. Il faut savoir que les terroristes avaient planifié leur attaque bien plus tôt. Déjà en septembre, Salah Abdeslam, un nom qui pour l'instant en 2015 ne fait frémir personne, avait déjà été repéré en Belgique. 3 voitures noires avaient été achetées bien plus tôt, ainsi que les armes des résidences en France avaient été louées. La thune. Tout était prêt. Le 13 novembre, dans les environs de 20h, Salah Abdeslam va conduire une voiture se dirigeant vers le Stade de France, avec 3 terroristes à l'intérieur. Dans la voiture, ils sont 4. Une autre voiture va prendre la direction de rue Alibert et rue Bichat. Dans cette voiture, ils sont 3 également, tandis qu'une autre voiture se dirige vers le Bataclan, et ils sont 3 également. En tout, il y a 9 terroristes, et la nuit la plus sanglante de Paris va alors débuter. À 21h10, un groupe de terroristes composé de Bilal Avdi ainsi que 2 frères arrive au Stade de France, déposé par Salah Abdeslam. Quelque temps après, pendant un match de foot amical entre la France et l'Allemagne, une explosion retentit. Le premier terroriste vient de se faire exploser. Et 10 minutes après, une seconde explosion se fait entendre. Le deuxième terroriste vient de se faire exploser. Au départ, de ce que j'ai compris, ils voulaient entrer dans le Stade de France. Cependant, ils se sont fait vite arrêter par les gardes qui surveillaient les portes. Ne passerez pas! Est-ce que vous vous rendez compte que s'ils avaient réussi à rentrer, ça aurait fait des milliers de victimes? Mais comme ils n'ont pas réussi, ils ont décidé de tuer des passants au hasard, ainsi qu'un chauffeur de bus qui se trouvait là. L'attaque venait de commencer. Au même instant, comme je vous le disais, une voiture se rendait rue Alibert et rue Bichat. Cette voiture est conduite par Brahim Abdeslam, Abdelhamid Abaoud, ainsi que Shakib Akroub. Ils tuent environ 30 personnes, sur les bars et sur les terrasses. Puis, dans la rue Voltaire, Brahim Abdeslam se fait exploser, blessant pas moins de 4 personnes. Les 2 autres vont alors s'enfuir dans la voiture et on ne les reverra plus. Enfin, bien sûr que si, on les reverra. Et pour finir, la dernière voiture se rend au Bataclan. Cette voiture est composée de Sami Amimour, Ismaël Mostefai ainsi qu'une 3e personne. Au Bataclan, il y a un concert en ce moment même et il tue beaucoup de personnes. Plus de 80 morts et des dizaines de blessés. La BRI est mise au courant et ils vont essayer d'intercepter les terroristes qui se trouvent au Bataclan. À minuit, ils donnent l'assaut et vont tuer tous les terroristes. Tous les terroristes du Bataclan sont morts. Tous les terroristes du Stade de France sont morts. Il ne reste plus que 3 personnes en France à cet instant-là. Salah Abdeslam, Abdelhamid Abaoud et Shakib Akroub. Salah Abdeslam sera intercepté à la frontière de la Belgique. Cependant, il ne sera pas arrêté. Pourquoi vous dites? Tout simplement parce qu'il n'était pas l'ennemi public numéro 1 à cet instant-là. Il n'était pas la tête non plus des attentats qui venaient de s'organiser à Paris la veille. Abdelhamid Abaoud ainsi que Shakib Akroub seront localisés dans un métro se rendant on ne sait où. Tout le monde pense à cet instant-là qu'ils vont alors rentrer en Syrie et pas qu'ils étaient planqués sous un pont. On y reviendra. Juste quelques heures après la fin des attentats, Daesh a revendiqué l'attaque. Il devait à tout prix retrouver les derniers terroristes qui se trouvaient en France à cet instant-là. Et surtout, de trouver les fautifs. Car oui, qui c'est qui a vendu les appartements? Qui c'est qui a vendu les armes? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe antiterrorisme ainsi que la police a mis au moins 90 personnes en garde à vue. Notamment le frère de Sami Amimour, ainsi que le frère de Brahim et de Salah Abdeslam. Il y a eu pas moins de 150 perquisitions. Après cela, il faut savoir que la France a quand même riposté. Le 15 novembre, le président François Hollande va demander qu'on lance un bombardement à Raqqa, qui est le siège de l'État islamique. L'armée française va alors bombarder des camps d'entraînement, ainsi que les lieux de rassemblement de l'État islamique. Et à cet instant-là, vu que tout le monde pensait que Abdelhamid Abaoud et Shakib Akroub
étaient partis en Syrie, ils étaient morts dans les explosions. Mais pas du tout. Parce que eux deux, à cet instant-là, ils étaient en France. Mais c'était ce qu'on a voulu faire croire aux Français, pour les rassurer. Cependant, le 15 novembre, des appels à témoins sont lancés pour essayer de retrouver Salah Abdeslam ainsi que les deux autres. Car oui, les membres de l'équipe d'antiterrorisme ont su qu'Abdelhamid Abaoud et Shakib Akroub sont restés en France. Et ils se cachent sous un pont de l'A86. Ils sont restés environ 2 jours là-bas, avec une aide extérieure bien évidemment. Cette aide, c'est elle, Asna Haït Boulassène. Dans le film, on nous indique que c'est la cousine de Abdelhamid Abaoud. Et c'est un appel à témoins qui a permis d'identifier et de repérer Abdelhamid Abaoud sous le pont. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à cet instant, elle a permis de retrouver l'homme le plus recherché en France et les membres des forces de l'ordre vont alors suivre sa trace, qui vont le mener dans une rue à Saint-Denis, rue du Corbillon pour être précis. Là, c'est l'étape la plus importante. Cet assaut, c'est sans doute le plus important pour la France, effectivement. Dans cet immeuble rue du Corbillon, il y a à l'intérieur Abdelhamid Abaoud, ainsi que Shakib Akroub et Asna Haït Boulassène, qui projetaient de faire un attentat le jour même, soit à la mairie, soit dans une crèche. Donc il fallait absolument les arrêter. Vous allez me dire pourquoi ils les ont pas arrêtés sous le pont de l'A86 ? Eh bien, à cet instant, on a vu que Abdelhamid Abaoud avait un gilet très épais. Donc, on aurait pu croire qu'il portait un gilet d'explosion. Et il aurait pu faire de nombreuses victimes. Alors c'est pour ça qu'ils les ont laissés aller où ils voulaient, sachant déjà qu'ils allaient se rendre dans un immeuble rue du Corbillon, qu'ils ont bien sûr vidé la veille, bien évidemment. Il est environ 3h du mat. Les membres de la BRRI vont alors délimiter un périmètre pour éviter que des personnes s'interposent. Et surtout pour éviter que Abdelhamid Abaoud et Shakib Akroub puissent s'échapper. À 4h du matin, l'assaut est lancé. Les membres du raid entrent dans l'appartement. Tout est calme et il faut qu'il le soit. Parce qu'un seul bruit, un seul mouvement, un seul faux pas et les terroristes savent qu'ils sont encerclés. Et là, ils ne veulent pas faire comme à Athènes. On ne peut pas prendre le risque que Abdelhamid Abaoud puisse s'échapper. Tout se passe bien. Les forces de l'ordre arrivent discrètement devant la porte. Ils mettent des explosifs. Ils font alors le décompte. Et là, excusez-moi pour l'expression, mais tout part en couille. La porte n'explose pas. D'après les membres de l'équipe scientifique, cette porte était blindée. Du coup, plus d'effet surprise. Les terroristes savent que le raid et les membres de la BRI sont ici, alors ils font feu. Si vous voulez savoir, les coups de feu ont fait énormément de bruit. Puis vers 7h, il n'y a plus aucun bruit. Car on affirme qu'un terroriste a été touché. Un chien est alors envoyé dans l'appartement pour vérifier qu'il n'y a personne. Cependant, ce chien se fera tuer. Les terroristes sont encore à l'intérieur et vont alors échanger encore plus de coups de feu. Puis ensuite, Shakib Akroub, voyant qu'il n'y a plus aucun espoir, se fait exploser, tuant par la même occasion Abdelhamid Abaoud. Quant à Asna, elle finit ensevelie et elle meurt asphyxiée. C'est vrai qu'il y a eu différentes versions à cette époque-là, car tout le monde pensait que Asna avait activé sa ceinture d'explosifs. Cependant, les membres de l'équipe scientifique ont affirmé qu'elle ne tenait aucune ceinture d'explosifs. Au final, l'assaut se finira vers 11h, car les policiers pensent qu'ils essuieront encore des tirs. Tous les terroristes du 13 novembre sont morts. Tous ? Non. Et oui, il en manque encore un. Salah Abdeslam. Car oui, on a bien vu qu'il était parti en Belgique. Ses amis qui l'ont aidé à s'échapper sont vite arrêtés. On leur pose des questions. Puis, le 18 mars, Salah Abdeslam sera arrêté en Belgique. Tout est bien qui finit bien, non ? Je crois pas, non. Le procès a débuté du 8 septembre 2021 jusqu'au 29 juin 2022. La décision a été 20 personnes ont été condamnées à des peines qui varient de 2 ans à perpétuité. Quant à Salah Abdeslam, il a eu la perpétuité incompressible, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'aménagement de peine. Donc, pas de sortie en liberté. Pourtant, il faut savoir que le 18 novembre, la personne qui a indiqué où se trouvait Abdelhamid Abaoud a été arrêtée. Elle n'était plus témointe, elle était suspecte. Et quand elle fut libérée, ce fut un vrai calvaire pour elle. Car, effectivement, tout le monde pensait qu'elle était criminelle. En fait, à cette époque-là, il n'y a pas de loi qui permettrait à une personne de se protéger ou même à changer d'identité quand elle parvient à aider les policiers. Cependant, en 2016, une loi va prodiguer cela. Cette loi va viser à protéger les témoins et à leur donner une nouvelle identité au cas où on voudrait se venger d'eux. Les attentats du 13 novembre ont fait 131 morts et plus de 400 blessés. Et je ne vous parle pas des autres victimes. Ce qui nous fait en tout pas moins de 600 victimes innocentes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Personnellement, je trouve ça vraiment dommage de vivre dans un monde où on craint pour sa vie. Parce que nos convictions ne sont pas les mêmes. La liberté n'existe plus
à partir du moment où on ne peut même plus s'exprimer. C'est comme si en fait on nous faisait passer une loi sans demander notre avis, quoi. Sans qu'on puisse voter. Je ne parle de rien, bien sûr, genre je ne vise personne. Du tout. Parce que c'est notre projet. Et bien voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. J'espère ne pas trop vous avoir donné le cafard. C'était un pauvre type, il est en enfer alors qu'il est. En fait, j'aimerais dédier cette vidéo aux victimes du 13 novembre. Je sais peut-être qu'elles ne verront jamais cette vidéo, mais je me dis que si un jour elles tombent dessus, pour rappeler que quoi qu'il arrive, On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. n'oubliez pas de liker, bien sûr, et même de vous abonner si c'est possible. Si c'est pas possible, bah tant pis. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. La vidéo, je vous rappelle que c'est vous qui allez pouvoir décider laquelle je ferai. Elle est sur ma page Instagram ainsi que sur ma page YouTube dans l'onglet communauté. Et sur ce, moi je vous dis, that's not life. Et abonnez-vous. Non merci, je choisis de vivre.